C'était un orphelin pathétique dont les parents ont été transportés dans un autre monde par des démons. Maintenant, il est fauché, ne peut pas se payer de la nourriture et ne peut rien payer. Pour gagner sa vie, il chasse les démons avec sa petite amie démon extrêmement séduisante, qui devient plus forte à chaque fois qu'elle l'embrasse. Contrairement à toi, il est entouré de super canons qui veulent tous l'épouser et il peut les impressionner à tout moment. Un après-midi occupé dans la ville animée de Bayon, une fille démon nommée Kisara se rendait chez Shu, qui était aussi son lieu de travail. À son arrivée, elle a trouvé la porte verrouillée. Ne laissant pas cela l'arrêter, elle a utilisé ses pouvoirs pour traverser le mur et entrer à l'intérieur. Elle avait un seul objectif en tête, préparer un bon repas pour Shu, mais en regardant autour d'elle, elle remarqua que le courant avait été coupé. En fait, Shu n'avait pas payé la facture d'électricité depuis plus de 3 mois. Pourtant, Kisara n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle décida donc de préparer quand même le dîner à la lueur des bougies. Pendant ce temps, Shu se détendait dans un restaurant local où il rencontra par hasard son ex, Ayano. Elle était assise en face de lui et le regardait avec stupéfaction alors qu'il dévorait la nourriture comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Sachant qu'il était fauché, elle a payé pour son déjeuner. Bien sûr, elle ne pouvait pas s'empêcher de le gronder pour ne pas avoir un vrai travail. Mais Shu, étant Shu, a ignoré tout cela et a rapidement changé de sujet pour éviter de parler à quel point sa vie était un désordre. Quand il est arrivé, Kisara était déjà là, et elle avait préparé un dîner qui avait l'air romantique avec des bougies, mais ce n'était pas du tout romantique, ils étaient juste fauchés à ce point. Shu, encore rassasié du déjeuner, a essayé d'éviter de manger. Il a menti et dit qu'il avait mangé dehors à cause du travail. Kisara, clairement frustrée, est devenue émotive et a dit qu'elle avait été malade pendant 3 jours, mais qu'elle avait quand même pris la peine de préparer le dîner pour lui. Cela a suffisamment culpabilisé Shu pour qu'il s'assoie et mange enfin. Juste à ce moment-là, la sonnette a retenti. Shu s'est précipité et a trouvé le livreur tenant un énorme colis, quelque chose qu'il avait commandé plus tôt dans la semaine. Mais comme il n'avait pas l'argent pour payer, Kisara est intervenue et a payé pour cela. Plus tard, elle lui a rappelé qu'elle n'avait qu'1 mois d'argent pour vivre, et maintenant même, cela était parti. Elle est devenue toute dramatique et a plaisanté en disant qu'il devrait juste boire du poison et en finir avec ça. Elle a même pris une photo d'eux avec une bouteille de poison et l'a postée sur Instagram. Son seul abonné ? Shu, il lui a dit d'arrêter d'en faire trop et a promis de rendre l'argent le lendemain. Plus tard, Shu s'est connecté à un programme virtuel, rejoignant une réunion numérique pleine d'autres dirigeants de sociétés militaires privées comme la sienne. Ils étaient tous là pour enchérir sur un nouveau travail d'élimination de démons. Un animateur a montré des images d'un démon de classe C et a dit que l'enchérisseur le plus bas remporterait la mission. Comme prévu, les entreprises ont commencé à faire des offres comme 120 000 $ et plus. Shu les a tous sous-estimés, offrant plus de 50% de moins que tout le monde. Il a obtenu le poste, mais s'est fait de nombreux ennemis dans le processus. Ensuite, Shu a contacté la société de la mère d'Ayano pour obtenir de l'aide. Elle a accepté, mais à un prix élevé. Shu a ensuite retrouvé Ayano devant un hôtel où le démon se cachait prétendument. Ils sont entrés avec une petite équipe, mais alors qu'ils s'approchaient, la porte a explosé. De toute évidence, le démon ne voulait pas de visiteurs. En regardant à l'intérieur, Shu a vu un essaim de petits démons. Il s'est précipité avec l'équipe et ils ont commencé à combattre les sbires d'abord. Une fois qu'ils ont été traités, Shu a demandé à Ayano de le couvrir pendant qu'il essayait d'éliminer le démon principal. Il a réussi à porter un coup, mais le démon n'a même pas bronché. Au lieu de cela, il a frappé Shu si fort qu'il a été projeté. Juste au moment où le démon lançait une autre attaque pour achever Shu, Kisara est arrivé tel un tourbillon et a coupé le bras du monstre d'un seul coup, le sauvant une fois de plus. Le démon, maintenant en colère, a invoqué encore plus de sous-fifres. Kisara s'est précipitée pour affronter le grand type elle-même, mais elle a été facilement repoussée et s'est effondrée à côté de Shu. Elle lui a dit qu'elle n'avait pas combattu depuis des mois et qu'elle n'avait plus d'énergie. Selon leur contrat bizarre, probablement rédigé par un perdant, elle ne pouvait utiliser ses pleins pouvoirs qu'après avoir reçu un baiser. Shu l'a embrassée et bam, elle s'est transformée en sa puissante forme démoniaque. Le démon continuait d'envoyer des sbires, mais cette fois Kisara les a détruits comme si de rien n'était. Elle et Ayano ont combattu ensemble, éliminant le reste des monstres. Pendant le chaos, Kisara a heurté Ayano et a immédiatement perçu une odeur familière, la même qu'elle avait remarquée sur Shu la veille au soir. Elle a instantanément réalisé que Shu avait menti sur le dîner et qu'il avait été avec Ayano. Furieuse, Kisara fit une remarque sarcastique à propos des chats qui lapent le lait de quelqu'un d'autre. Puis, dans une rage, elle passa en mode bête, tranchant tous les ennemis à vue. Après avoir éliminé les sbires, Kisara et Ayano se sont retrouvées face à face. Aucune d'elles n'aimait l'autre et après quelques provocations, elles ont commencé à se battre.
Kisara a essayé de couper Ayano, qui a esquivé et a riposté. Kisara a évité la balle avec facilité. Leur affrontement intense a forcé Shu à intervenir et à essayer de les arrêter avant que les choses ne s'aggravent. Mais Kisara était déjà en colère. Elle a supposé que Shu aimait plus Ayano à cause de ses plus grands cadeaux et a commencé à le frapper par jalousie. Shu esquivait comme si sa vie en dépendait. Pour la calmer, il lui a donné la clé de son appartement, ce qui a fonctionné comme par magie. Ce petit geste l'a rendue extrêmement heureuse. Avec son humeur corrigée, elle s'est concentrée à nouveau sur le véritable combat. Kisara et Ayano se sont associés pour vaincre le démon une fois pour toutes. Ayano a porté le premier coup avec son épée et Shu a achevé le démon avec son pistolet. Juste quand il pensait que c'était fini, tout le bâtiment a commencé à trembler. Shu a averti tout le monde de sortir vite avant que l'endroit ne s'effondre. Ils sont tous sortis sains et saufs, tandis que Kisara est resté brièvement derrière pour couper les débris qui tombaient en morceaux plus petits, réduisant ainsi les dégâts. Ayano a regardé avec admiration, pensant même qu'un démon de haut niveau n'aurait aucune chance contre Kisara, qui elle-même était un démon de niveau élite. Le lendemain matin, Shu s'est assis pour le petit déjeuner pour voir la même nourriture ennuyeuse que Kisara faisait toujours. Il a soupiré, clairement déçu. Il a jeté un coup d'œil et a vu Kisara travailler sur un ordinateur portable. Elle a expliqué qu'elle essayait de créer une page en ligne pour gagner à nouveau de l'argent, car à cause de l'imprudence de Shu, tout l'argent qu'ils avaient gagné avait été dépensé en réparations et dommages. Plus tard, Kazara a déménagé temporairement pour trouver un travail à temps partiel et gagner un peu d'argent par elle-même. À la gare, elle a rencontré ses amis qui plaisantaient sur le fait que Shu était fauché. Elle l'a pris à la légère, disant qu'il était son photographe et l'aiderait à devenir célèbre en ligne. Soudain, un gars flashy blond nommé Mikhail, président du conseil étudiant et fils du maire, est apparu. Il avait clairement un énorme coup de cœur pour Kazara et l'a invité à une fête chic ce soir-là. Mais Kazara est parti sans dire grand-chose. Pendant ce temps, Shu est allé chercher Ayano à la salle de sport où elle s'entraînait. Il l'a supplié de lui trouver un emploi ou de parler à quelqu'un dans l'entreprise de sa mère. Elle lui a dit que sa façon de se battre causait beaucoup trop de dégâts et donnait à l'entreprise une mauvaise réputation. Pourtant, il la supplia de nouveau et promit qu'il ne la harcèlerait plus. Se sentant un peu attendrie, elle décida d'appeler sa mère pour demander de l'aide. Mais juste au moment où elle sortit son téléphone, elle vit un post Instagram de Kazara posant avec Shu dans son appartement. Cela a rendu Ayano furieuse et elle a immédiatement dit à Shu de déguerpir. Plus tard dans la soirée, chez Alad Defender et compagnie, la mère d'Ayano parlait avec la secrétaire du maire. Il a mentionné qu'il pourrait y avoir une tentative d'assassinat sur le maire, possiblement par un démon. Ils lui ont demandé d'envoyer une équipe, juste au cas où. Au début, elle n'était pas sûre, mais ensuite elle a pensé à Shu et combien il avait besoin de travail. Ainsi, elle a accepté la mission et a envoyé Shu, Kazara, Ayano et son équipe pour gérer la menace. Plus tard, Shu était en train de monter la garde dans l'un des couloirs lorsqu'un vieux visage familier s'est approché de lui. C'était Miles, le type chauve qui s'était occupé de lui quand ses parents sont décédés. Ils ont commencé à discuter des démons et de la vie et au milieu de la conversation, Miles a tendu à Shu une grande cigarette noire. Il a dit à Shu de passer dans leur quartier pour dîner un de ces jours, parce que l'équipe s'ennuyait de lui, mais Shu, en mode totalement dépravé, a ignoré l'invitation et a simplement demandé plus de cigarettes comme si ses poumons n'avaient pas d'importance. Pendant ce temps, dans la salle de fête, Kazara s'amusait comme une folle. Elle était entourée de montagnes de nourriture et elle n'en croyait pas sa chance. Discrètement, elle sortit un petit récipient de nourriture caché dans sa jupe, prévoyant d'emballer quelques restes pour plus tard. Mais avant qu'elle ne puisse commencer à en mettre, Mikhail apparut soudainement à côté d'elle. Il commença à se vanter de combien d'argent il pouvait lui jeter. Heureusement, le maire est intervenu et a commencé son discours, qui était diffusé dans tous les coins de la ville. Comme prévu, il disait toutes les banalités habituelles, parlant avec emphase de l'égalité des droits, des opportunités d'emploi et d'un avenir meilleur. Tu sais, le discours classique d'un politicien louche. Soudainement, Shu aperçut un démon furieux regardant le maire comme s'il voulait le transformer en gros titre. Le démon prévoyait de faire une scène en direct à la télévision en tuant le maire, affirmant qu'il le faisait pour faire une déclaration en tant que fier mâle Sigma. La plupart des démons perdent toute notion d'humanité après leur transformation, mais celui-ci parlait et pensait encore comme une personne normale. Il a traversé un mur derrière le maire et était sur le point de le poignarder par derrière quand Kazara a remarqué quelque chose d'anormal. Elle s'est précipitée vers la scène, a plaqué le démon au sol et l'a projeté contre une colonne voisine. Ayano et son équipe ont immédiatement engagé l'attaque. Ayano a dit à son équipe de verrouiller l'endroit car le démon essayait de s'échapper. Elle l'a poursuivi, mais sa robe s'est accrochée. Alors, sans hésitation, elle en a abattu la moitié comme une héroïne de film d'action et s'est mise à le poursuivre en mode bête. Le démon continuait de glisser à travers les murs, mais Kazara le suivait de près, traversant aussi.
Elle est apparue devant lui et a frappé, mais il a esquivé son coup et bloqué les balles entrantes avant de plonger à travers le sol. Heureusement, Ayano était déjà en bas et lui a tiré 2 fois dans la tête. Le démon est tombé, mais s'est relevé et a disparu à nouveau à travers le mur, seulement pour se faufiler derrière elle pour une attaque surprise. Mais Kazara est arrivé juste à temps et l'a repoussé. Ayano s'est précipité vers lui et a pointé son arme. Mais le démon a soudainement recommencé à parler. Il a dit qu'il voulait juste exposer le maire pour être un vieux pervers dégoûtant. Ayano a hésité, réalisant que ce démon n'avait pas complètement perdu la tête. Mais cette petite pause lui a donné juste assez de temps pour disparaître à nouveau à travers le sol. Kazara a crié sur Ayano, furieuse qu'elle ait laissé le type s'échapper. De retour à l'étage, Shu a enfin décidé d'être utile. Il a traversé une fenêtre comme un idiot et a confronté le démon dans une salle de serveur avec Kazara arrivant peu après. Tous les deux ont coincé le démon, prêts à terminer le combat. Juste à ce moment-là, Shu a reçu un appel de la mère d'Ayano. Elle lui a dit que le cerveau de ce démon était encore humain et qu'il devait être capturé vivant, pas de meurtre autorisé. C'était un énorme problème car ni Shu ni Kazara n'avaient l'équipement pour maîtriser un démon sans force létale. Kazara a suggéré de le frapper avec le côté plat de son épée, mais c'était tout de même risqué. Shu, complètement pris au dépourvu, s'est connecté et a commencé à chercher des armes sur Amazon. Kazara l'a arrêté en disant que le prix de l'équipement équivalait à la totalité des gains de cette mission. Pendant qu'ils se disputaient pour l'argent, le démon a profité de leur distraction pour s'échapper en sautant par la fenêtre du bâtiment. Shu et Kazara ont couru à la fenêtre. Kazara lui a rappelé que s'il achetait l'outil, il mangerait des sandwichs à l'air pour le mois prochain. Shu l'a regardé et lui a dit qu'il prendrait juste plus de photos épicées d'elle pour augmenter son nombre de followers en ligne. Cela l'a convaincu, ils ont passé la commande. Incroyablement, la livraison ultra rapide d'Amazon a réussi. Dès que le démon a touché le sol, un camion de livraison est arrivé à toute allure et l'a percuté, le mettant hors combat. Shu est descendu et une femme confiante est sortie du camion et lui a remis le gadget sophistiqué pour capturer les démons dont il n'avait même plus besoin. Le démon a été ligoté et envoyé directement à l'hôpital. Kazara et Shu sont rentrés chez eux. Quelques jours plus tard, Shu a eu un rêve terrifiant. Dans ce rêve, il a vu sa petite sœur, Kana, effrayée et toute seule. Elle pleurait et appelait leurs parents et lui... Soudain, une épée traversa son ventre et une sorte de malédiction commença à entrer dans son corps. Avant que les choses ne s'aggravent, Shu se réveilla en panique. Comme n'importe quel perdant nostalgique dans la grande ville, il manquait sa mère, son père et sa petite sœur. Encore secoué, il chercha une photo de famille, mais vit que Kazara avait collé sa propre photo dans le cadre, faisant semblant de faire partie de la famille. Agacé, Shu essaya de la décoller. Ailleurs, dans un laboratoire souterrain sombre, un homme portant une boîte en métal courait pour sauver sa vie tout en étant poursuivi par des policiers armés. Les policiers avaient des ordres stricts, récupérer le noyau à tout prix. Ils ont ouvert le feu et l'homme a lâché la boîte en tombant au sol. Alors qu'il était allongé là, son téléphone a sonné. Une voix au bout du fil lui a rappelé qu'aucune personne normale n'aurait pu mener à bien cette mission. La voix a expliqué qu'elle avait créé 3 plans de secours pour lui, de niveau B, C et D, basés sur le budget de son âme. L'homme a ignoré le discours et a crié dans le téléphone qu'il voulait le plus fort. Soudain, son téléphone s'est mis à briller d'une étrange énergie. Dans l'appartement de Shu, c'était une autre soirée aux chandelles comme toujours. Kazara a vérifié son téléphone et a annoncé que toute la ville était en panne d'électricité. Shu avait l'air choqué et a plaisanté en disant que peut-être maintenant toute la ville était aussi fauchée qu'eux. Kazara a ajouté que même les trains s'étaient arrêtés et se demandait si elle pourrait aller à l'école le lendemain. Juste à ce moment-là, une lettre est arrivée à leur porte. Shu l'a ouverte et l'a lue rapidement. Puis il s'est tourné vers Kazara et lui a dit qu'honnêtement, elle ne pourrait plus aller à l'école. Le lendemain matin, une réunion privée a eu lieu au bureau du maire avec 2 agents gouvernementaux. Ils parlaient d'un travailleur mort d'une centrale électrique de Barren City. Un fonctionnaire a dit que l'homme était peut-être un espion étranger. L'autre a ajouté qu'il pourrait avoir été après la technologie spéciale de la ville, quelque chose appelé orgonium raffiné. Ils ont expliqué que Barren City a été construite à l'origine pour exploiter cette source d'énergie rare. La ville utilisait des systèmes et technologies de pointe que la plupart des autres pays étaient désespérés de voler. Au cours des 5 dernières années, 30 espions se sont infiltrés dans la ville. L'un d'eux a même créé une catastrophe démoniaque. Comme il ne pouvait pas cacher quelque chose d'aussi important au public, le fonctionnaire a donné au maire une histoire préécrite pour aider à dissimuler l'affaire, puis lui a remis une lettre à signer afin qu'il puisse faire avancer le mensonge. Pendant que tout cela se passait, Shu a rencontré Ayano dans un parc. Elle a demandé pourquoi il l'avait traîné là-bas, disant qu'elle avait quitté le travail pour le voir et ne voulait pas perdre son temps. Shu a regardé sa tenue, un peu révélatrice,
et a demandé maladroitement si elle avait vraiment porté ça pour travailler. Ayano a levé les yeux au ciel et a dit qu'elle était juste venue en courant sans se changer. Elle lui a dit d'arrêter les bêtises et d'expliquer ce qu'il voulait. Shu a sorti une photo secrète d'un énorme monstre de classe B qui ressemblait à une chenille géante. Il a dit que même si ça semblait énorme, lui et Kazara pouvaient gérer ça facilement. Ayano a demandé s'il comptait tuer la chose, et Shu a dit qu'il ne la laisserait pas tomber. Mais comme tout ex encore rancunière, Ayano a commencé à énumérer toutes les fois où il s'est planté, oublié son anniversaire, annulé un rendez-vous pour aller faire la fête, quitté son travail sans prévenir, et l'a remplacé par une fille démon comme partenaire. Shu était complètement perdu, il ne se souvenait même pas de la plupart de cela. Cependant, il s'est excusé pour l'avoir blessé. Caché à proximité derrière une cascade, Kazara avait entendu toute la conversation. Plus tard, Shu est apparu à une autre vente aux enchères de chasse aux démons où un groupe de chasseurs professionnels s'était réuni pour enchérir sur le travail d'abattre un démon chenille de rang B. Le chef a commencé l'enchère à 200 000 $, mais certains des autres chasseurs n'étaient pas d'accord. Ils ont soutenu que le monstre valait au moins 500 000. Comme avant, Shu était assis en silence à l'arrière jusqu'à ce qu'il intervienne soudainement et réduise le prix bien en dessous. Que tout le monde. Cela a tellement énervé les autres enchérisseurs qu'ils ont commencé à murmurer qu'ils allaient l'attaquer ensuite. Pendant ce temps, dans une autre pièce, Miles et son coéquipier, Tetsuya, examinaient attentivement les profils de Shu et Kazara, les analysant avec soin et discutant de leur passé. De retour dans la salle des enchères, la tension s'est aggravée jusqu'à ce que le commissaire-priseur interrompe tout le monde et annonce que les enchères étaient maintenant annulées. Une nouvelle mise à jour vient d'arriver. Le démon chenille a apparemment avalé un noyau énergétique hautement radioactif, quelque chose de suffisamment puissant pour alimenter toute la ville pendant une semaine entière. Maintenant, la mission avait changé. Au lieu de simplement tuer le démon, les chasseurs devaient récupérer le noyau intact. Malgré le nouveau risque, Shu est resté sur son offre initiale et voulait toujours le travail pour le même bas salaire. Tout le monde le regardait comme s'il était fou. Clairement, seule une personne complètement fauchée accepterait un tel marché. Plus tard dans la journée, l'équipe est arrivée à l'endroit du démon. Ayano a mené son équipe en avant pour essayer de capturer la créature en toute sécurité. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher, la chenille s'est transformée en un démon gigantesque ressemblant à un papillon de nuit. Il a anéanti tous les drones en quelques secondes, puis s'est concentré sur les soldats au sol, les traversant facilement. Ayano est monté dans une voiture pour s'échapper, mais le monstre continuait de la poursuivre. Shu se tenait à distance, regardant le chaos se dérouler comme un véritable spectateur. Juste à ce moment-là, Kazara est apparu derrière lui. Sans dire un mot, il l'a embrassé pour activer ses pouvoirs. À présent complètement rechargée, elle est arrivée juste à temps pour sauver Ayano. Un énorme morceau de débris était sur le point de l'écraser, mais Kazara l'a tranché en morceaux en l'air. Elle a volé vers le démon, esquivant facilement toutes ses attaques, et l'a poignardé dans le dos, le forçant à battre en retraite. Le démon mythe a essayé de lui tirer des rayons d'énergie, mais elle les a contournés et a continué à le marteler avec son épée, fendant sa coque extérieure dure. Profitant de l'ouverture, Shu a sorti son fusil de sniper et a placé un tir précis sur la partie exposée du corps du démon. Il a vacillé sous l'impact, le démon, dans un geste désespéré, a chargé une attaque de faisceau massif pour tout détruire, mais Shu a chargé une autre cartouche et a frappé exactement le même point faible à nouveau, cette fois éliminant complètement le démon. De loin, Miles et Tetsuya regardaient tout le combat. Ils ne pouvaient s'empêcher d'admettre qu'à la fin, même la police devait compter sur Shu. De retour sur le champ de bataille, Kazara récupérait quelque chose des restes du démon lorsqu'Ayano s'est approchée et a demandé si elle devait la remercier. Kazara a dit que c'était facultatif, mais à ce moment-là, elle a accidentellement extrait un des souvenirs de Shu de son esprit. C'était un souvenir d'un de ses rendez-vous avec Ayano, et cela a fait ressentir à Kazara une vague de culpabilité inattendue. Elle s'est excusée doucement. Le jour suivant, Ayano a été envoyé au dock pour faire face à une guerre de gangs qui avait dégénéré. Deux groupes rivaux de la mafia s'étaient affrontés et un camp avait apparemment conclu un accord avec un démon, obtenant des pouvoirs brutaux. Elle est entrée dans un entrepôt sombre et a trouvé le sol jonché de cadavres. Certains étaient déjà morts, d'autres à peine vivants. Alors qu'elle s'enfonçait plus profondément, un éclat attira son attention. C'était le canon d'un fusil pointé droit sur elle. Un danger démoniaque ouvrit le feu, forçant Ayano à se mettre à l'abri. Elle ordonna à l'un de ses agents de tirer avec un fusil de précision, tandis qu'un autre tirait avec un lance-roquette. Le démon a été abattu après une lourde attaque. Miles a ensuite dit à l'équipe qu'ils avaient de la chance que ce ne soit même pas un démon de haut niveau, sinon les choses auraient été bien pires. Alors que la scène se calmait, Ayano remarqua qu'un jeune homme était transporté vers une ambulance.
Sa petite amie était en train de crier dans la foule, suppliant de ne pas être séparée de lui. Pendant ce temps, Shu et Kazara étaient de retour chez eux, mangeant un autre dîner aux chandelles puisque leur électricité était encore coupée. Le lendemain, Shu a annoncé avec enthousiasme à Kazara qu'ils allaient enfin fêter cela avec un dîner chic. Leur premier vrai salaire avait été déposé sur leur compte. Juste à ce moment-là, une voiture de luxe est arrivée dehors. Leur immeuble, et Mikhail, le type riche et tape au l'œil d'avant, en sortit. Il était venu revoir Kazara, espérant l'impressionner avec son argent et son statut, mais Kazara l'a repoussé froidement, restant loyal à Shu et disant à Mikhail de reculer. Mikhail n'a pas du tout apprécié. Il a commencé à devenir agressif avec Shu, qui a à peine réagi. À ce moment-là, Kazara aperçut Ayano passer en voiture avec un homme vêtu de noir assis à côté d'elle. Curieuse et un peu jalouse, Kazara décida de les suivre en secret. Elle les suivit jusqu'à un parc et se cacha à proximité, les espionnant alors qu'ils avaient une conversation sérieuse. Puis, se comportant comme une fouine, elle a pris quelques photos d'eux et les a postées sur Instagram. Shu a vu les photos apparaître sur son téléphone et s'est précipité au parc. Il a trouvé Ayano et l'homme, s'est excusé pour le comportement de harcèlement de Kazara et a essayé d'expliquer. L'homme s'est présenté comme Tetsuya, un agent spécial de la force anti-démon. Il a dit qu'il travaillait sur une affaire impliquant le chaos récent des gangs et plus important encore, qu'il enquêtait aussi sur le démon responsable du meurtre de la famille de Shu. En entendant cela, Shu a perdu son sang-froid. Il se tourna vers Ayano et lui cria dessus pour avoir organisé cela dans son dos. Alors qu'il continuait à râler sur la justice et la trahison, Tetsuya reçut un appel de la police. Tony, le gars blessé des docks, venait d'être retrouvé mort à l'hôpital. Shu s'est immédiatement précipité et a rencontré Miles qui lui a dit que Tony était déjà mort à son arrivée. Personne ne savait qui l'avait fait. Les blessures ont été faites avec un couteau ordinaire et il y avait le symbole d'un gang rival. Plus tard dans la nuit, Shu se tenait devant l'hôtel d'Ayano et l'a appelé. Lorsqu'elle a décroché, il s'est excusé pour la scène dans le parc, mais Ayano ne voulait rien entendre. Elle lui a dit de rentrer chez lui. Shu la supplia de faire équipe à nouveau, mais elle répliqua sèchement, lui disant qu'il ne pensait jamais à la façon dont ses choix blessèrent les autres. Elle évoqua les fois où elle l'avait attendu pendant leur relation, mais qu'il l'avait laissé tomber pour chasser des démons. Shu resta là, perplexe. Il ne se souvenait de rien de tout cela, cela brisa Ayano. Elle se retourna et s'enfuit en larmes. Ailleurs, Tetsuya est arrivé sur une nouvelle scène de crime où quelque chose d'encore plus sombre s'était produit. Les membres du gang, soupçonnés d'avoir tué Tony, s'étaient retournés les uns contre les autres. L'endroit entier était dévasté. Des corps étaient partout et tout le gang semblait avoir été anéanti de l'intérieur. En même temps, Ayano était assise sous un pont, pleurant seule. Kazara l'a trouvée là, calmement. Kazara a admis quelque chose de choquant. Elle était la raison pour laquelle Shu avait oublié tous ses souvenirs. Leur contrat lui permettait de se nourrir de ses souvenirs. Et elle avait supprimé ceux concernant Ayano exprès pour que Shu ne retombe pas amoureux d'elle. Ayano était horrifiée, mais Kazara s'en moquait. Elle a clairement indiqué qu'elle gardait Shu pour elle comme une maniaque obsessionnelle protégeant son prix. Ayano s'est levée, dégoûtée, et a dit à Kazara de ne plus jamais lui parler. De retour en ville, Shu luttait avec tout ce qui venait de se passer. Pour se vider l'esprit, il est sorti fumer. Alors qu'il se tenait là, une flèche a transpercé la poubelle à côté de lui, portant un message. Le message révélait l'emplacement de la base du gang. Shu n'hésita pas. Il attrapa un vélo à proximité et se précipita vers l'adresse. À son arrivée, l'endroit grouillait de flics. Les ignorant, il fit irruption, armes prêtes, ressemblant à un héros d'action à petit budget. À l'intérieur, il vit une femme éblouissante en robe rouge traverser les gangsters comme si de rien n'était. L'un d'eux tenta de lui tirer dessus, mais elle esquiva et lui trancha la gorge sans ciller. Shu a sauté en tirant sur elle, mais elle a tout esquivé et s'est précipitée dans les toilettes pour hommes. Il l'a suivie pour découvrir que l'endroit était rempli de miroirs. Il était impossible de suivre quoi que ce soit là-dedans. La femme est apparue dans l'un des reflets et Shu a tiré au hasard. Elle esquiva à nouveau. Pensant rapidement, il brisa la plupart des miroirs pour limiter ses tours, mais le temps qu'il ait fini, elle avait disparu. Tetsuya est arrivé juste après et a rejoint Shu à l'extérieur de la salle de bain. Ils ont trouvé un membre de gang blessé, encore à peine vivant. Ils lui ont demandé s'il y avait des dangers démoniaques impliqués dans le gang de Tony. L'homme a révélé une dernière vérité choquante. Le démon qui les a anéantis ne faisait partie d'aucun gang. C'était la petite amie de Tony. C'était elle qui était derrière tout, assoiffée de sang, pas de business. Alors qu'Ayano rentrait chez elle ce soir-là, elle se retrouva soudain face à face avec la même femme démon dangereuse que Shu traquait depuis des jours. Le démon sauta directement sur elle. Griffe prête, mais juste à temps,
Kazara apparut de nulle part et bloqua l'attaque, sauvant Ayano de se blesser. Shu, qui était en communication avec Kazara pendant le chaos, entendit la lutte, mais avant que quiconque puisse immobiliser le démon, elle s'échappa à nouveau, disparaissant juste sous leurs yeux. Kazara a rapidement tendu un pistolet à Ayano et a dit qu'il devait agir vite avant que le démon ne puisse se regrouper et revenir les attaquer. Quelques secondes plus tard, Kazara a remarqué le démon se faufilant par une fenêtre proche, juste derrière Ayano. Avant qu'elle ne puisse réagir, le démon a lacéré le bras d'Ayano. Ayano, malgré sa blessure, a serré les dents et a réussi à riposter. Même si elles ont toutes les deux fait de leur mieux, le démon a de nouveau disparu, cette fois en se glissant dans un petit miroir sur le mur. Kazara n'a pas hésité. Elle a plongé après elle, la poursuivant à travers le reflet, mais s'est retrouvée coincée à l'intérieur du miroir, comme si elle était prise dans un étrange piège magique. Peu de temps après, Shu est arrivé sur les lieux avec quelques officiers pour trouver Ayano blessée et Kazara piégée dans le miroir, appelant à l'aide. Plus tard dans la nuit, Shu a rencontré le détective Tetsuya dans un dîner tranquille. Tetsuya lui a dit qu'Ayano était maintenant protégé dans un abri sécurisé, géré par l'unité anti-démon. Il a ensuite demandé à Shu comment il avait réussi à découvrir si rapidement le démon de classe B. Shu, toujours aussi secret, refusa de dire quoi que ce soit et éluda la question en disant qu'il avait une entreprise à gérer et ne pouvait pas révéler ses sources. Pendant ce temps, au refuge, la mère d'Ayano, Akino, arriva avec des provisions, des vêtements et de la nourriture. Ayano remarqua que sa mère ne la regardait même pas dans les yeux. Lorsqu'elle a demandé pourquoi, Akino a expliqué qu'on lui avait dit de ne pas établir de contact visuel direct, car cela pourrait d'une manière ou d'une autre attirer le démon à leur emplacement. De retour au CAF, Tetsuya s'est ouvert davantage. Il a dit à Shu que les problèmes de la ville avaient en fait commencé au moment où Bond City a été fondé. Selon lui, un homme nommé Isamu, qui était autrefois conseiller en cas de catastrophe, avait averti le gouvernement dès le début, ce qui a conduit à une inspection à grande échelle. Shu a mentionné que son père lui avait dit la même chose et qu'en l'espace d'un an, la ville était envahie par des démons. Ayano avait une conversation similaire avec Akino. Elle a demandé à propos de l'explosion tragique qui avait tué les parents de Shu et sa petite sœur, Kana, lors d'une vente aux enchères. Ayano ne comprenait pas pourquoi Shu se trouvait même dans un tel endroit en tant qu'enfant. Akino a expliqué que c'était un jour d'inspection publique avec à peine de police, donc les familles amenaient les enfants comme si c'était une sortie scolaire. Lorsqu'Ayano a demandé plus d'informations sur l'accident minier, Akino a admis qu'elle ne savait pas grand-chose. Seulement qu'il y avait eu un survivant. Et même maintenant, personne n'avait vraiment de réponse. Mais elle a dit que le père de Shu avait été blâmé pour tout, accusé d'avoir aidé les démons à ouvrir une porte vers leur monde. De retour au CAF, Tetsuya a commencé à presser Shu plus fort. Il a dit que celui qui fournissait des informations à Shu sur cette explosion il y a 12 ans pourrait être la même personne qui a piégé son père et pourrait même utiliser Shu maintenant. Tetsuya a demandé à Shu de partager tout ce qu'il savait en proposant d'aider à découvrir la vérité, mais l'a aussi averti de ne pas faire confiance à une voix sans visage. Plus tard, Tetsuya a rencontré Miles et lui a montré une photographie, celle que Shu et Akino avaient tous deux jugée suspecte. L'homme sur la photo était une piste possible et il n'avait que cette image pour avancer. Les deux officiers ont retrouvé l'adresse de l'homme et se sont dirigés vers le bâtiment. Avant de frapper, Miles a averti qu'informer Shu pourrait ruiner leur chance. Tetsuya a frappé. Pas de réponse. Alors ils sont entrés. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur était horrifiant. L'homme était déjà mort et venait d'être tué. Tetsuya a réalisé que quelqu'un s'attendait à leur arrivée. Miles a pointé le mur où un message avait été écrit avec du sang, une personne de plus. Pendant ce temps, au refuge, Ayano se détendait sur le canapé, sirotant du jus. Lorsqu'elle entendit un bruit, elle supposa que sa mère était revenue. Mais c'était Shu. Surprise et troublée, elle lui demanda pourquoi il était là. Il dit qu'il venait d'obtenir un nouvel emploi et voulait partager la nouvelle. Ayano n'était pas d'humeur et lui dit de partir. Shu a dit qu'il ne pouvait pas. Il devait capturer le démon pour sortir Ayano du confinement. Ayano l'a défié. Est-ce que Tetsuya l'aidait vraiment à découvrir la vérité sur son passé? Et si les histoires étaient vraies, que son père s'était allié avec les démons? Shu a dit que si c'était vrai, il devait des excuses à tout le monde. Il a expliqué que son père avait formé Akino, qu'il avait ensuite formé, et qu'Akino avait rompu les liens avec lui une fois que leur relation personnelle avait été exposée. Ayano a fait remarquer qu'ils auraient pu simplement créer leur propre entreprise, mais Shu a dit que c'était elle qui l'avait expulsé. Alors que la nuit tombait, ils étaient assis côte à côte parlant. Shu avoua tranquillement qu'il sentait encore que sa sœur Kana pourrait être vivante quelque part. Ayano se pencha plus près, mais ne voulait pas entendre ses sentiments. Elle voulait de l'action. Elle lui couvrit les yeux et l'embrassa. Shu demanda pourquoi le bandeau et elle répondit
pour éloigner le démon, puis elle l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus de passion. Cette nuit-là, le démon a fait irruption dans la cabane où Ayano séjournait. Il a tout déchiré à l'intérieur, l'attraquant. Kazara a fait irruption et s'est lancé dans un combat à l'épée féroce avec le démon, leurs lames s'entrechoquant plus vite que l'œil ne pouvait suivre. Au milieu du chaos, Kazara a aperçu Ayano cachée. Poussée par la jalousie, elle s'est soudain précipitée et a donné un coup de tête à Ayano pour la faire tomber au sol. Furieuse, Kazara l'accusa d'essayer de lui voler Shu. Ayano le nia, disant que Shu était un inconnu qui ne l'intéresserait jamais, mais Kazara n'y croyait pas. Kazara a averti Ayano de se taire avant qu'elle ne lui enfonce sa lame dans la gorge, au sens figuré, mais elle le pensait. À ce moment-là, toutes les vitres du bâtiment se sont brisées. Shu est apparu et a senti une lame pressée contre son dos. C'était Kazara. Elle tremblait de rage et exigea qu'il lui donne toute son énergie pour qu'elle puisse en finir une fois pour toutes. Elle l'embrassa avec force, drainant son énergie et effaçant même ses souvenirs de la nuit, comme leur contrat le permettait. Avec son pouvoir au maximum, Kazara se précipita sur le démon et lança une combinaison dévastatrice. Le démon bloqua la plupart des coups, puis se cacha sous terre pour attaquer par derrière. Juste au moment où le démon était sur le point de poignarder Kazara par derrière, Shu est intervenu et l'a repoussé d'un coup de coude. Il a tenté un coup de poing de suivi, mais le démon s'est retiré et a essayé de traverser le mur pour s'échapper. Réagissant rapidement, Shu a lancé une balle anti-démon sur elle, la touchant en plein dans la poitrine et la figeant en plein téléport. Kazara s'élança en avant et la poignarda exactement au même endroit, la tuant instantanément. Des semaines passèrent, Kazara avait disparu après le combat, elle n'avait laissé ni note ni message. Shu ne l'avait pas revue depuis, il avait tout essayé pour la contacter, mais elle avait complètement disparu. Sans autre option, Shu se concentra sur la personne qui lui fournissait secrètement des informations de haut niveau. Il décida de la retrouver une fois pour toutes. Un après-midi, il attendait à une gare, assis tranquillement sur un banc. Finalement, l'informateur mystérieux apparut et, tout en gardant son identité cachée, dit à Shu de vérifier une poubelle à proximité. À l'intérieur, Shu trouva une tablette. Lorsqu'il l'alluma, il vit une vidéo d'une fille blonde anéantissant toute une escouade de policiers et de chasseurs de démons. Elle était terriblement puissante. Avant que Shu ne puisse réagir, l'informateur s'enfuit. Shu le poursuivit, mais ne put le rattraper. Encore une fois, la source s'échappa. Plus tard dans la journée, Shu a assisté à une autre vente aux enchères liée aux affaires de démons. Là, la même fille blonde a été mentionnée à nouveau. Pendant ce temps, Ayano était en pleine discussion sérieuse avec sa mère, Akino. À sa grande surprise, Akino révéla qu'elle appartenait à une organisation ancienne en Europe qui combattait les démons depuis plus de 1000 ans. Elle admit même que c'était elle qui avait introduit Shu dans l'organisation et laissa entendre qu'il se souvenait autrefois d'elle, même s'il ne s'en souvenait plus maintenant. Plus tard, alors que Shu rentrait chez lui, il reçut un appel soudain d'Ayano. Elle lui cria de rester loin de son appartement. Au début, il pensait qu'elle plaisantait, mais la panique dans sa voix lui indiqua le contraire. Il laissa tout tomber, sortit son arme et se prépara. Soudain, la porte de son appartement s'ouvrit brusquement et il fut projeté à travers la pièce. La femme blonde de la vidéo, elle s'appelait Sharon, entra. Elle marcha vers Shu comme s'il était un déchet sous sa botte. Il tendit la main vers son arme, mais elle écrasa son bras et lança une autre attaque brutale, l'envoyant valser. Alors qu'il était allongé par terre, elle monta sur lui et commença à le frapper sans pitié. Juste au moment où tout semblait perdu, Kazara apparut et attaqua Sharon par derrière. Sharon l'évita comme si de rien n'était et atterrit gracieusement de l'autre côté de la pièce. Les deux femmes se faisaient face. Pour la première fois, Kazara avait l'air nerveuse. Sharon l'a appelée la plus forte chasseuse de démons, puis a exigé qu'elle remette son épée. Sharon lui a rappelé avec arrogance leur passé. Elle avait déjà battu Kazara une fois auparavant. Kazara répondit que la dernière fois qu'elle s'était battue, Shu combattait aux côtés de Sharon. Il y a 3 ans, dans un flashback, Sharon et Shu étaient dans un combat mortel contre Kazara. Kazara avait Shu immobilisé et était sur le point de lui trancher la gorge quand Sharon l'a soudainement poignardé à travers l'estomac avec son épée. Shu, choqué et en colère, a crié à Sharon lui demandant ce qu'elle faisait. Mais avant qu'elle ne puisse expliquer, Kazara revint vers eux, pleine de rage. Le combat continua jusqu'à ce que Sharon donne un coup de pied puissant à Kazara et la piège avec une sorte de cage magique. Maintenant, dans le présent, Sharon et Kazara se tenaient à nouveau face à face. L'air entre elles était chargé de tension. Soudain, ils ont tous les deux sauté et ont commencé à se battre. Leur puissance était presque égale et aucun d'eux ne se retenait. Mais ensuite, Ayano est arrivé avec du renfort et Sharon a profité de ce moment pour s'échapper.
Juste après cela, Kazara courut vers Shu qui était évanoui sur le sol. Elle se pencha pour l'embrasser, mais Ayano l'attrapa par les cheveux et lui dit de se calmer. Plus tard dans la journée, Shu était allongé dans un lit d'hôpital, toujours inconscient. Kazara et Ayano restaient avec lui, attendant et espérant qu'il se réveille. Mais Kazara reçut soudainement un message sur son téléphone et partit discrètement sans rien dire. Elle suivit l'emplacement jusqu'à un vieux bâtiment vide. Quand elle est arrivée, elle a vérifié son téléphone à nouveau, puis il a sonné. C'était Sharon. Sharon se moquait d'elle au téléphone, la traitant de perdante sans personne qui se soucie vraiment d'elle. Kazara a rapidement compris que c'était un piège, elle a invoqué son épée et s'est préparée à se battre. Mais avant qu'elle ne puisse trouver où Sharon se cachait, une balle l'a touchée d'en haut. Kazara a à peine esquivé le tir suivant et s'est mise à l'abri. Elle jeta un coup d'œil derrière un mur et vit Sharon, maintenant vêtue d'une combinaison de combat high-tech remplie d'armes. Sharon tira plus de balles, mais Kazara en bloqua la plupart avec son épée et se précipita pour attaquer. Mais l'armure de Sharon était trop solide et l'épée de Kazara rebondit. Puis une étrange boue noire est sortie de la combinaison de Sharon et a attaqué Kazara. Elle a essayé de le couper, mais un des bras de la substance visqueuse l'a poignardé à la jambe. Elle a reculé, choquée que sa blessure ne guérisse pas comme d'habitude. Sharon a souri et a dit que bien que des démons puissants comme Kazara soient immunisés contre les armes normales, ils peuvent toujours être blessés par des attaques fabriquées par des démons comme celle qu'elle vient d'utiliser. Kazara a essayé de fuir, mais Sharon a bloqué chaque chemin avec plus de bras de slime. Kazara leva son épée pour riposter, mais Sharon fut plus rapide et la poignarda dans la poitrine, la renversant. Juste au moment où Sharon allait l'achever, une grenade éclair explosa à proximité. Shu était arrivé, faible mais toujours debout. Il tira Kazara derrière un pilier, et bien qu'il puisse à peine bouger, il l'embrassa, lui donnant toute son énergie. Shu s'effondra, épuisé, mais Kazara se mit soudain à briller. Ses blessures guérirent rapidement et sa force revint complètement. Sharon tira à nouveau sur elle, mais cette fois, Kazara esquiva chaque balle. Elle se précipita, tranchant un des bras robotiques de Sharon. Sharon paniqua et tenta d'attaquer Shu, mais Kazara bloqua le coup et lança une rapide série de frappes à l'épée. L'armure de Sharon a commencé à se briser comme du carton. Finalement, Kazara planta son épée profondément dans la poitrine de Sharon et détruisit complètement la combinaison l'assommant. Kazara prit Shu et l'emporta en lieu sûr. Plus tard, lorsque Shu s'est réveillé, il a demandé à Kazara pourquoi elle avait été si dure avec Sharon. N'était-elle pas juste une personne normale? Mais Kazara lui a dit que Sharon n'était pas un humain ordinaire. Elle était un membre puissant d'un groupe secret appelé l'Abbaye Céleste. Cela a confondu Shu. Pourquoi quelqu'un d'un groupe comme ça viendrait-il à Bayron City? Kazara avait l'air coupable, comme si elle cachait quelque chose. Elle a rapidement changé de sujet et a dit qu'il devrait rentrer à la maison et manger. Puisque Shu adore la nourriture, il a accepté. Quelques instants plus tard, Ayano est arrivé avec 2 tasses de café pour voir que Kazara avait déjà ramené Shu chez lui. Quelques jours plus tard, Shu était à la maison avec Tetsuya et Miles. Ils parlaient de tous les événements étranges qui s'étaient produits. Tetsuya expliqua qui Sharon était vraiment et pourquoi elle était venue à Bayron. Il mentionna également le meurtre d'un détective, disant que la victime aidait peut-être des humains à conclure des accords avec des démons. Miles ajouta que quelqu'un avait probablement tué le détective pour l'empêcher de parler. Pendant qu'il parlait, Kazara était dans la cuisine en train de préparer à manger. Tetsuya a ensuite demandé à Shu à propos de la personne mystérieuse qui lui donnait toujours des informations secrètes. Est-ce que Shu savait qui elle était vraiment? Mais Shu, parce que tant de ses souvenirs avaient été pris par Kazara, ne pouvait pas se souvenir. Kazara écoutait en coupant des oignons et a commencé à pleurer, mais pas seulement à cause des oignons. Pendant que les détectives dressaient une liste de suspects possibles, une voiture noire était garée à l'extérieur. À l'intérieur, l'informateur mystérieux les espionnait. Quand Ayano est soudainement arrivé dans sa voiture, l'informateur a paniqué et s'est enfui comme un lâche. À l'intérieur, la liste des suspects comportait des noms comme Ayano, sa mère, Akino et même le chef du groupe anti-démon. Kazara s'est précipité et a entouré le nom d'Ayano, criant qu'elle était la plus suspecte. Shu lui a dit de se calmer et d'arrêter de dire des choses méchantes sur sa petite amie de secours. À ce moment précis, Ayano est entrée. Elle a mentionné la voiture étrange à l'extérieur et a ensuite vu la liste des suspects. Elle était furieuse quand elle a vu son nom. Miles hésita, mais Tetsuya expliqua qu'il devait envisager tout le monde. Kazara insista, disant qu'elle croyait toujours qu'Ayano cachait quelque chose. Ayano était maintenant complètement en colère. Plus tard dans la journée, Shu, Akino et le chef du groupe anti-démon regardèrent la même liste et réalisèrent que leur nom y figurait aussi. Shu se sentait mal à l'aise et s'est excusé. Quelque temps après, Shu est allé rendre visite à Sharon dans une cellule verrouillée. Il l'a averti de ne rien tenter de drôle parce que Kazara était juste à l'extérieur, prête à s'occuper d'elle.
Sharon a juste ri et a demandé ce qu'il voulait. Shu a exigé des réponses. Pourquoi était-elle dans la ville et que planifiaient les démons? Sharon le taquina, disant qu'il ne se souvenait probablement plus de rien puisqu'il continuait à donner ses souvenirs à Kazara. Shu se mit en colère et dit que Kazara ne prenait que des souvenirs sans importance, pas les grands d'il y a 12 ans. Sharon a ensuite demandé s'il se souvenait de quelque chose appelé Asmodeus. Elle a affirmé qu'elle lui en avait déjà parlé il y a 2 ans, il y a des années. Mais Shu, luttant avec des souvenirs manquants, n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. Cela le rendait encore plus frustré. Sharon a ri et a dit que Kazara avait probablement pris ce souvenir aussi parce qu'il était lié à quelque chose de romantique entre eux. De plus en plus contrarié, Shu a finalement demandé qui est Asmodeus. Sharon a dit que Shu était tellement concentré sur Kazara et sa famille qu'il manquait la vue d'ensemble. Elle l'a averti que s'il continuait ainsi, il ne pourrait jamais vivre paisiblement avec Kazara. Shu a répliqué qu'il n'avait pas demandé de conseils amoureux. Sharon a simplement souri et lui a dit que l'agent secret qu'il poursuivait ne travaillait pas seul. Cet agent était contrôlé par Asmodée. Elle a dit qu'Asmodeus était derrière tout, quelqu'un qui contrôlait les démons dans la ville tout en gardant tout caché aux gens. Shu s'est penché et a demandé si elle avait des pistes. Sharon lui donna un indice mystérieux, juste assez pour qu'il continue à poursuivre la vérité. Plus tard, Tetsuya et Miles étaient assis dans un bureau tranquille. Tetsuya avait l'air stressé, essayant de découvrir qui pourrait être le véritable suspect. Après quelques minutes, Miles dit au revoir et partit, mais Tetsuya resta, approfondissant ses recherches. Soudain, quelque chose sur son écran le choqua. Sans perdre de temps, il se précipita hors de la pièce, déterminé à agir. Non loin de là, caché dans l'ombre, le même informateur mystérieux qui avait été à l'extérieur de la maison de Shu observait secrètement Tetsuya. Tetsuya sauta dans sa voiture et essaya d'appeler Shu, mais l'appel n'aboutit pas. Il continua à conduire vers l'emplacement de Shu et réussit finalement à obtenir un signal. Au téléphone, il a dit à Shu qu'ils devaient se rencontrer tout de suite, mais avant qu'il ne puisse finir de parler, bang! Un coup de feu a résonné à travers la ligne, faisant paniquer Shu. Shu s'est immédiatement précipité sur les lieux, emmenant Kazara avec lui. Quand ils sont arrivés, ils ont été horrifiés de trouver Tetsuya mort dans sa voiture. Shu tomba à genoux de manière dramatique et écrasé par la perte. Soudain, ils aperçurent une silhouette sombre traversant le parking en courant. Sans hésiter, Shu et Kazara se lancèrent à sa poursuite. Lorsqu'ils l'attrapèrent, Shu réalisa que c'était le même informateur qui lui avait donné des tuyaux secrets tout au long. Pensant que cet homme avait tué Tetsuya, Shu exigea des réponses. Ils l'ont capturé et, à leur surprise, l'homme a révélé qu'il n'était autre que Mikhail, le riche flamboyant qui se vantait toujours. Shu a menacé de le dénoncer à moins qu'il ne dise la vérité. Mikhail a insisté sur le fait qu'il n'était pas le meurtrier et pour le prouver, il les a conduits à un centre de contrôle caché. À l'intérieur du bâtiment, Shu et Kazara étaient choqués. C'était un centre de surveillance high-tech où des gens regardaient des flux de caméras en direct de toute la ville de Byron. Mikhail expliqua avec suffisance que c'était ainsi qu'il semblait toujours tout savoir. Il avait accès à presque toutes les caméras de la ville. Ils ont visionné les images du moment où Tetsuya a été abattu, mais tout ce qu'ils pouvaient voir était une silhouette encapuchonnée appuyant sur la gâchette et s'éloignant. Pas de visage, pas d'indice. Shu était frustré de ne pas être plus près de résoudre l'affaire. Le lendemain, Shu a assisté aux funérailles de Tetsuya. Après la cérémonie, Miles lui proposa de le ramener chez lui. Assis dans la voiture, Shu remarqua un tatouage sur le bras de Miles. Cela déclencha un souvenir, un qui fit tout s'éclaircir. Shu resta calme et demanda doucement « Pourquoi as-tu tué Tetsuya ?» Miles soupira et l'admit. Il dit que Tetsuya avait découvert que Miles était la seule autre personne, à part Shu, à avoir un accès direct aux informations liées aux démons. Une fois que Miles a réalisé que Tetsuya avait compris, il n'avait pas d'autre choix que de l'éliminer, son propre partenaire. Miles a emmené Shu dans un parc tranquille. Shu lui dit calmement que la police avait déjà encerclé la zone, mais Miles n'était pas inquiet. Il sourit, sachant que les policiers ordinaires ne pourraient pas l'arrêter. À ce moment-là, il commença à transformer son corps, prenant une forme démoniaque terrifiante. Tous les gens à proximité regardaient avec horreur. La police ouvrit le feu, mais Miles bloqua chaque balle avec un bouclier d'énergie lumineux. Shu se tourna vers Kazara et demanda s'il y avait un moyen de le capturer vivant, mais Kazara répondit que non. Miles avait déjà franchi la ligne, il ne pouvait pas être sauvé. Soudain, Miles commença à lancer des attaques puissantes, la plupart dirigées directement vers Ayano. Elle fut gravement blessée. Juste au moment où il était sur le point de porter un coup fatal, Sharon est arrivée à toute vitesse sur une moto et a attaqué Miles avec son épée, mais Sharon n'avait pas réalisé que Miles pouvait se régénérer.
Il se rétablit en quelques secondes et l'attaqua. Ayano intervint à la dernière seconde, arrêtant son attaque et donnant à Sharon le temps de s'échapper. Shu savait que c'était le moment. Il regarda Kazara et lui fit signe. Il l'embrassa, lui transmettant toute son énergie et lui dit de préserver les souvenirs de Miles avant de l'achever. Maintenant pleinement chargée, Kazara s'élança. Elle trancha les chaînes que Miles avait lancées sur Sharon et Ayano. Miles l'a repoussée d'un coup de pied, mais elle s'est vite rétablie et a riposté. Elle a esquivé ses attaques, coupé plus de ses chaînes, puis s'est envolée dans les airs. Miles l'a frappée, mais elle a bloqué en plein vol, s'est rééquilibrée et l'a poignardée dans le dos. Miles arracha l'épée et la jeta au sol. Puis il se tourna et chargea vers Shu, mais Shu était prêt. Il leva son arme et tira un coup parfait droit dans la tête de Miles, le tuant instantanément. Après la bataille, Kazara s'approcha et posa sa main sur la poitrine du démon tombé. Elle retira les derniers souvenirs de Miles. Dans ce souvenir, un jeune Shu regardait Miles se rapprocher de sa famille. Miles devint comme un membre de leur famille, mais tout changea lorsque la fille de Miles tomba gravement malade. Il passait tout son temps à l'hôpital, désespéré de la sauver. Un jour, un démon puissant apparut, Asmodée. Le démon promit de guérir la fille de Miles si Miles acceptait de faire tout ce qu'on lui dirait. Par amour et par peur, Miles accepta. Cette nuit-là, Miles fut conduit dans une grotte sombre où Asmodeus apparut sous la forme de la mère de Shu. Le père de Shu était déjà en train de mourir sur le sol et Asmodeus s'apprêtait à tuer la petite Kana, la sœur de Shu. Miles ne pouvait pas le supporter. Il est intervenu et a arrêté le démon, criant que cela ne faisait pas partie de l'accord. Étonnamment, Asmodeus a accepté et a laissé Shu vivre. Miles a ramassé le garçon inconscient et l'a porté hors de la grotte. Derrière eux, une énorme explosion a tout anéanti. Plus tard, comme promis, la fille de Miles s'est rétablie. Pour rembourser sa dette et cacher sa culpabilité, Miles a commencé à élever Shu comme son propre fils. De retour à la base, Shu et les autres ont essayé de découvrir qui était vraiment Asmodeus et pourquoi le père de Shu était mort. Soudain, Sharon se leva et ouvrit un PowerPoint comme si elle allait présenter un projet scolaire. Elle expliqua qu'au cours de l'histoire, un démon revenait sans cesse en prenant le contrôle de différentes femmes. Chaque fois que ce démon apparaissait, des tonnes d'autres démons le suivaient et l'endroit finissait par être détruit. Sharon a dit que ce démon devait être Asmodée. Ayano a supposé qu'Asmodée était apparu pour la première fois à Byron City il y a 12 ans, mais sa mère Akino l'a interrompu et lui a dit d'arrêter de parler. Elle a dit que les démons existaient déjà avant cela. Asmodée n'était venu que plus tard, attiré par le puissant noyau énergétique de la ville. Akino croyait que les véritables réponses étaient enfouies dans l'ancienne mine qui a sombré dans l'océan il y a 12 ans. En entendant cela, Ayano se rendit directement en ville pour trouver son ami Linhua, mais Linhua était agacé. Ayano sortit des photos de l'océan montrant l'endroit où se trouvait la mine. Elle exigea les coordonnées exactes. Linhua lui dit que la zone était interdite. Les civils n'étaient pas autorisés à s'en approcher. « Ce n'est pas un film », dit-elle, mais Ayano ne reculait pas. Elle a conduit jusqu'à un pont à proximité et a demandé à nouveau pourquoi le gouvernement avait caché cela au public. Linhua a refusé de répondre. Ayano a soudainement sorti une arme et a exigé les coordonnées à nouveau. Linhua, maintenant terrifiée, jura qu'elle ne connaissait pas l'emplacement exact. De nulle part, un missile frappa la route devant. Ayano fit une embardée juste à temps. Choquée, elle accusa Linhua de l'avoir piégée, mais Linhua avait l'air tout aussi effrayée. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, un homme blond avec un bras robotique s'écrasa sur leur voiture. Il se tenait sur un tank. À proximité, un soldat bruyant et un gars avec une afro crièrent à Ayano qu'elle était entourée et que même le QG de sa mère était attaqué. Soudain, Mikhail, le même type riche agaçant, apparut sur un écran. Il demanda nonchalamment à Linhua si elle allait bien. Linhua répondit nerveusement qu'elle était juste en train de conduire avec son ami. Mikhail s'en moquait. Il dit à Ayano de se rendre ou sa mère serait envoyée au Nirvana. Ayano était submergée. Elle faillit sortir de la voiture. Mais alors, de nulle part, un énorme hélicoptère militaire est apparu dans le ciel et a ouvert le feu sur l'ennemi. Tout le monde s'est arrêté, choqué. Ayano a levé les yeux et a vu que Shu pilotait l'hélicoptère. La voix de sa mère est passée à la radio, lui disant de monter à bord. En même temps, Linhua a envoyé les coordonnées exactes de la mine engloutie sur le téléphone d'Ayano. Ayano et Shu se sont envolés ensemble, se dirigeant vers les ruines sous-marines. Alors que Shu et Ayano volaient vers la mine sous-marine, Kazara et Sharon se dirigeaient vers le même endroit en bateau. Kazara avait l'air sérieux. Elle a dit à Sharon qu'elle ne voulait plus que Shu soit blessé et qu'elle sauverait Kana elle-même, quoi qu'il arrive. Sharon lui a demandé la clé USB et Kazara la lui a remise.
Sharon a ensuite expliqué quelque chose de terrifiant. Elle a montré à Kazara un schéma qui apparaissait à chaque épidémie de démons. On aurait dit qu'Asmodée, le démon derrière tout cela, essayait de dessiner quelque chose en utilisant toute la destruction à travers le monde. Et maintenant, la dernière partie de ce motif était presque terminée, juste là où se trouvait la mine engloutie. Sharon a révélé qu'Asmodée avait possédé la mère de Shu il y a 16 ans. Kana était née après cela, ce qui signifiait qu'elle était à moitié démon. Mais Shu était né plus tôt, ce qui faisait de lui un humain à part entière. Sharon croyait que le plan d'Asmodeus était de construire un monde où démons et humains pourraient vivre ensemble. Mais en réalité, ce rêve était impossible. Et Kana, qui était probablement encore en vie au fond de la mer, était la clé pour ouvrir une porte qui pourrait laisser des millions de démons envahir la ville. Finalement, Kazara et Sharon arrivèrent à la mine et explorèrent les tunnels sombres. Au centre, ils trouvèrent une jeune fille inconsciente et attachée. C'était Kana. Kazara était bouleversée et courut vers elle, mais quelque chose n'allait pas. Elle se retourna rapidement et bloqua un coup de pied soudain de Sharon. Sharon lui a dit que Kana ne pouvait pas être autorisée à vivre. Elle était trop dangereuse et même s'il la sauvait maintenant, elle pourrait encore être utilisée plus tard pour ouvrir la porte. Mais Kazara a refusé. Elle a dit que Kana était la petite sœur de Shu, la seule famille qui lui restait et qu'elle ne laisserait personne lui faire du mal. Pendant ce temps, Mikhail a appris l'existence de Kana et la menace qu'elle représentait. Sans attendre, il appuya sur un bouton qui lança une frappe de satellite nucléaire directement sur l'île. Dans la grotte, le corps de Kana commença à briller, son dos éclata et une énorme main démoniaque en sortit juste au moment où le faisceau du satellite frappa. L'explosion se produisit juste devant Shu et Ayano, mais lorsque la fumée se dissipa, l'île était toujours là. Soudain, une gigantesque main démoniaque jaillit du sol, s'élevant vers le ciel. Kazara, maintenant sous sa forme démoniaque, survolait le champ de bataille en portant Sharon. Asmodée avait complètement pris possession du corps de Kana. Sharon se battait avec acharnement, tranchant à travers chaque attaque. Kazara a sauté, taillant à travers des vagues de monstres avec son épée. Shu, regardant depuis l'hélicoptère, a dit à Ayano de prendre les commandes. Puis il a sauté pour aider, Sharon a été renversée et projetée au sol, Kazara s'est précipitée pour aider mais soudain un clone d'elle-même est apparu et l'a attrapée par derrière. Le clone a commencé à l'étrangler, puis un coup de feu a retenti. Shu avait tiré sur le clone. Il courut vers Kazara et l'a pris dans ses bras. Il lui dit de l'embrasser et de prendre son énergie. Il a dit qu'il se fichait de combien de souvenirs il perdait, il voulait juste la sauver. Mais Kazara a commencé à pleurer. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus le faire, elle avait peur qu'il oublie qui il était vraiment. Avant qu'il ne puisse décider quoi que ce soit, Kazara fut soudainement transpercée dans le dos par une lance. Du sang coula de sa bouche. Derrière elle se tenait Kana, désormais complètement possédée par Asmodée. Kazara essaya de retirer la lance, mais c'était trop douloureux. Elle a commencé à voir des souvenirs du jeune Shu. L'air autour d'eux a commencé à briller comme la lumière des étoiles. Ayano a piloté l'hélicoptère près d'eux et a crié à Shu de monter à bord, mais Shu a refusé. Il a regardé Kisara et a dit qu'il n'allait pas la quitter. Kisara, saignant et à peine consciente, lui a dit de se sauver. Mais Shu ne bougeait pas. Soudain, Sharon arriva en courant par derrière, attrapa Shu et l'accrocha à l'hélicoptère. Alors qu'il s'envolait, la main géante du démon disparut, laissant Kisara toujours clouée au sol avec une lance à travers la poitrine. Kana la regarda froidement. Kisara agrippa à nouveau la lance. Les souvenirs de Shu envahirent soudainement son esprit. Elle a vu tout ce que Shu avait été, applaudissant à la fois Ayano et Sharon. Furieuse, Kisara arracha la lance et fit face à Kana avec rage. Elle leva son arme pour la tuer, mais s'arrêta en se souvenant que Kana était la sœur de Shu. Cette pause donna à Kana juste assez de temps pour charger une énorme décharge d'énergie. Elle l'a tiré directement sur Kisara, l'envoyant voler dans l'océan. Shu, suspendu à l'hélicoptère, ne pouvait que regarder impuissant alors qu'elle disparaissait en dessous. Kana s'est envolée et a bloqué leur chemin. Elle s'est préparée à attaquer l'hélicoptère. Ayano a crié que Shu mourrait si elle tirait. Kana s'est arrêtée et a regardé Shu. Mais avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse se produire, un laser géant l'a frappé de côté. Mikhail, observant depuis une salle de contrôle, avait tiré à nouveau avec l'arme. Il avait décidé que Kana était trop dangereuse pour être laissée en vie. Mais quand la fumée se dissipa, Kana était toujours là, flottant dans les airs. Frustré, Mikhail ordonna une autre attaque. Cette fois, l'explosion détruisit les ailes de Kana et elle tomba dans l'océan à côté de Kisara. Plus tard, Shu, Ayano et Sharon emmenèrent Kisara à l'hôpital. Sharon dit au médecin qu'elle n'avait pas de pouls et aucune activité cérébrale. Même sa guérison démoniaque ne fonctionnait pas. Ayano a demandé si elle se réveillerait. Sharon a dit qu'il ne savait pas. Kisara n'était pas entièrement humaine, donc personne ne pouvait être sûr de ce qui se passerait. Ayano a ensuite demandé à propos de Kana.
Les scans satellites montraient son corps flottant à 200 mètres sous l'eau. Sharon a dit que Kana n'était probablement pas morte. Elle avait survécu à un coup de poignard dans la poitrine pendant 12 ans, donc un laser ne l'arrêterait pas. Elle a averti que Kana reviendrait certainement, et la prochaine fois, elle pourrait détruire toute la ville. Ayano, toujours pleine d'espoir, a demandé s'il y avait un moyen pour que Kana puisse vivre une vie humaine normale. Sharon a dit peut-être, mais seulement si quelqu'un pouvait ramener son côté humain. Mais son groupe, l'Abbaye Céleste, voyait Kana comme une menace de rang S. Ils enverraient bientôt des agents pour la tuer. Sharon craignait qu'il ne soit déjà trop tard. Pendant ce temps, Mikhail travaillait sur un plan pour défendre la ville. Sa sœur, Lin Hua, a suggéré que peut-être le côté humain de Kana pouvait être sauvé. Mais Mikhail a dit que le risque était trop élevé, elle pourrait tout détruire. Il a admis qu'il avait déjà menti au public, leur disant qu'il y avait eu une éruption volcanique sous-marine pour éviter que les gens ne panient. De retour à l'hôpital, Shu était assis à côté du lit de Kisaro, lui tenant la main. Il a dit doucement que la ville ne valait pas la peine d'être sauvée sans elle. Il a promis que si elle se réveillait, ils s'enfuiraient ensemble et laisseraient tout cela derrière eux. Puis Kisara a bougé. Ses yeux se sont lentement ouverts. Elle sourit et dit qu'elle ne se souciait que de Shu et qu'elle le protégerait toujours. Shu la serra fort, elle lui dit d'arrêter de combattre les démons et de mener une vie paisible. Il sourit et accepta. Il dit qu'il laisserait tout cela derrière eux. Kisara demanda s'il en était sûr. Il hocha la tête, ils s'embrassèrent. Mais au lieu de perdre des souvenirs comme avant, Shu les retrouva soudain tous. Il essaya de l'arrêter, mais Kisara continua de l'embrasser, le retenant immobile. De plus en plus de souvenirs revenaient. Il se souvenait de sa rupture avec Ayano dans un restaurant, lui disant que leur relation ne fonctionnait pas. Ayano avait pleuré, pensant que c'était parce qu'elle faisait de mauvais sandwichs. Mais Shu avait expliqué qu'ensemble, ils ne pouvaient combattre que des démons faibles. Il avait besoin de grandir par lui-même. Puis il se souvint de sa rencontre avec Sharon en combattant un démon gelé qui était en fait le corps de Kisara. Shu a menti, disant qu'il était là uniquement pour le trésor et s'est associé à Ayano. Mais ensuite, il a secrètement ramené le corps de Kisara chez lui. Il a utilisé un cercle magique et un livre de sorts sombre pour la ramener à la vie. Pour la contrôler, il a payé avec ses souvenirs. Il prévoyait d'utiliser Kisara comme son arme pour gravir les échelons à Byron City. Un jour, il a même dit à Ayano que les démons étaient meilleurs que les humains. Il s'est vanté de vivre avec Kisara. Ayano l'a averti qu'il perdait son vrai moi, mais Shu a seulement souri et a dit qu'il avait un plan de secours au cas où quelque chose tournerait mal. Plus tard, Shu a donné à Kisara un livre de contrat spécial. Il lui a dit que cela rendrait leur routine magique plus facile, juste un rituel toutes les 6 heures. Il a fait en sorte que cela paraisse simple, comme si ce n'était pas un gros problème. Mais Kisara, qui lit toujours tout attentivement, a repéré quelque chose d'étrange. Sur la dernière page, en utilisant ses yeux de démon, elle a vu une petite règle cachée. Shu pouvait annuler le contrat tout seul. Pendant le rituel, Shu a menti et a dit qu'ils pouvaient l'annuler ensemble. Il s'attendait à ce qu'elle touche sa tête, mais à la place, Kisara l'a embrassée. Shu était confus, mais elle sourit et lui dit qu'elle avait changé les règles du contrat. Maintenant, ses pouvoirs s'activeraient avec des baisers et seule elle pouvait annuler le contrat. De retour au présent, Shu attrapa Kisara et demanda ce qui se passait, mais c'était déjà trop tard. Kisara avait annulé le contrat toute seule et en conséquence, elle a perdu tous ses souvenirs de Shu. Elle ne se souvenait de rien, qui il était, ce qu'ils avaient partagé, ni même de son propre nom. Shu était resté avec tous leurs souvenirs, mais pour elle, il n'était qu'un étranger. Loin de là, Kana s'est enfin réveillée. Elle s'est envolée dans le ciel et a tiré un énorme rayon d'énergie qui a détruit un aéroport. Pendant ce temps, Mikhail, qui n'avait pas fait grand-chose auparavant, a finalement agi. Il a libéré la mère d'Ayano de prison. Elle était la seule à pouvoir diriger l'armée et défendre la ville. À l'hôpital, Shu a essayé d'aider Kisara à se souvenir, mais elle ne connaissait même pas son propre nom. Shu l'embrassa sur le front, prit son épée et quitta la pièce. Il était prêt à affronter Kana seul. Ayano était déjà en tenue et se tenait près de l'océan, attendant. Sharon arriva sur sa moto et dit qu'elle partait. Elle était fatiguée de tous ces combats et voulait fuir la ville. En même temps, Shu a commandé de nouveaux équipements sur Amazon. Grâce à la livraison ultra rapide, ils sont arrivés tout de suite. Il est monté dans le camion et a commencé à tout déballer. Alors que Kana s'approchait de la ville, la mère d'Ayano donna le signal d'attaquer. Des hélicoptères et des soldats ouvrirent le feu, remplissant le ciel de fumée. Mais quand la fumée se dissipa, Kana flottait toujours complètement indemne. Un bouclier d'énergie lumineux la protégeait. Mikhail leur a dit de continuer à tirer. Ils ne pouvaient pas laisser Kana atteindre la ville. Mais peu importe combien ils attaquaient, cela ne fonctionnait pas. Elle a tout bloqué. Ayano a décidé d'essayer quelque chose de plus fort. Elle a tiré une énorme roquette et cette fois, ça a marché. Le bouclier de Kana s'est brisé et elle avait l'air vraiment en colère.
Kana fixa Ayano et commença à charger sa prochaine explosion. Ayano courut et se cacha derrière un char, échappant de justesse. L'armée continua de tirer, mais Kana les dépassa en volant, poursuivant Ayano. Ayano se retourna et tira sur elle, mais rien ne fonctionnait. Puis, son arme s'enraya. Kana s'approcha et chargea un énorme rayon juste devant elle. Cela aurait tout terminé, mais Shu est arrivé juste à temps. Il a attrapé Ayano et l'a tiré avant que l'explosion ne frappe. Ils ont atterri sur un toit. Shu a dit à Ayano que tous ses souvenirs étaient revenus, mais que Kisara ne se souvenait de rien. Ayano a demandé ce qu'il devait faire maintenant. Shu a dit qu'il devait tout donner. Peut-être qu'il pouvait encore aider Kana à reprendre le contrôle. Il a dit qu'il la conduirait vers une vieille centrale électrique pour que les civils ne soient pas blessés. Ayano était confuse. Pourquoi Kana les suivrait-elle? Sharon est soudainement apparue, s'est présentée et a expliqué que Kana viendrait parce qu'elle détestait Ayano et toutes les autres filles proches de Shu. Sharon a dit que même lorsque Kana était scellée sous l'eau, elle pouvait voir tout ce que Shu faisait. Elle était jalouse au fond, comme une petite fille qui ne voulait pas partager son frère. À ce moment-là, Kana a traversé un bâtiment en cherchant Ayano, mais l'armée lui a tiré un missile en plein visage. Elle est devenue encore plus en colère et a appelé une bande de monstres démons pour distraire les soldats pendant qu'elle continuait à chercher. Soudain, Shu est arrivée sur un hoverboard et a affronté Kana. Elle a levé le bras pour le frapper, mais elle n'a pas pu le faire. Shu lui a dit calmement qu'elle était sa seule famille et qu'il voulait juste rester à ses côtés. Kana s'est arrêté, mais ce n'était pas suffisant. Shu a dit désolé pour ce qui allait suivre. Des tentacules ont attrapé Kana. Ayano a tiré des missiles et Shu a chargé avec son épée. Kana s'est libéré et s'est envolé, invoquant sa lance magique. Shu l'a poursuivi sur le hoverboard. Les deux se sont affrontés dans le ciel, se frappant avec de la magie et des épées. Shu a commencé à reculer et Kana l'a suivi, le frappant avec de la magie. Soudain, Sharon a projeté Kana contre un mur avec ses tentacules. Ayano l'a tiré à nouveau. Kana a riposté, mais Shu l'a bloqué avec son épée. Il continuait à esquiver et à la charger, mais Kana le repoussa violemment. Elle s'avança pour l'achever, mais Ayano et Sharon lui tirèrent à nouveau dessus par derrière, donnant à Shu une autre chance. Il essaya encore mais se figea. Il ne pouvait pas blesser sa sœur. Kana le projeta au sol. Elle se précipita de nouveau sur lui, mais Sharon le protégea. Puis Ayano attaqua Kana à nouveau, leur donnant plus de temps. Shu se releva et essaya de se battre à nouveau, mais Kana le projeta contre un arbre. Puis elle s'en prit à Ayano. Soudain, Kisara apparut et bloqua la lance de Kana. Tout le monde fut choqué de la voir. Kisara et Kana se battirent férocement dans les airs, s'affrontant avec énergie et épée. Kana projeta Kisara au sol. Shu l'a attrapé et lui a dit que la seule façon d'arrêter Kana était de la poignarder au cœur. Kisara a hoché la tête et a volé vers Kana, esquivant les attaques tandis que Shu la couvrait avec des tirs. Elle a frappé mais a raté. Kana s'est envolé vers le haut, Sharon l'a frappé en plein vol et l'armée a tiré à nouveau, la faisant tomber. Dans une rage, Kana envoya 3 démons de plus dans la ville. Sharon et Ayano se précipitèrent pour les arrêter. Shu et Kisara sont restés pour combattre Kana. Shu a embrassé Kisara, débloquant ses pleins pouvoirs. Elle a volé à pleine vitesse pour combattre Kana dans le ciel. Shu a crié pour qu'elle rapproche Kana. Kana a chargé en avant. Shu a tiré avec son pistolet anti-démon et l'a touchée. Elle est tombée. Kisara a volé vers le bas et l'a poignardée dans la poitrine, mettant enfin fin à la bataille. Ensuite, Kana a été capturé et enfermé profondément sous terre. Sharon est retournée à sa base. Shu a visité les tombes de ses parents et de Miles. À l'extérieur du cimetière, Kisara, toujours sans mémoire, l'attendait. Ils sont retournés chez Shu, mais en entrant, ils ont vu quelque chose de choquant. Kana, maintenant sous sa forme humaine, était assise dans la cuisine en train de se gaver de nourriture. Elle s'était échappée. Kisara la regarda, puis Ayano entra aussi. Et juste comme ça, il était temps pour un nouveau tour, et c'est là que cette vidéo se termine. Regardez la vidéo suivante, et je vous verrai dans la prochaine.